tous, merci à vous de nous rejoindre sur le plateau de la quotidienne. On poursuit dans notre thématique spéciale vacances et on commence aujourd'hui avec un sport nautique, le kitesurf. C'était Jamie Waimo qui nous en parle dans ses sports. Puis Davina, d'en demander le programme, nous emmènera du côté de Koné pour le spectacle, la version finalisée du spectacle Maturation, chorégraphié par Sylvain Wenethem, un spectacle qui mélange danse et art visuel. Puis Falaï nous rejoindra dans Ces citoyens, qui dit vacances dit logement inhabité, qu'il faut donc surveiller, elle nous en parle tout à l'heure. Et puis nous finirons l'émission avec Camille dans Grandeur Nature, elle nous emmène du côté de Yingen pour une randonnée palmée. Mais avant, place à l'invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Madame Martine Lagneau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la première vice-présidente de la province Sud en charge du développement touristique. Et en 2004, alors on va faire un petit bond en arrière, en 2004, les élus calédoniens des 3 provinces avaient lancé donc une démarche concertée autour du développement touristique. Comment s'est traduite cette démarche ? Alors cette démarche s'est effectuée effectivement sous le couvert des Assises du tourisme en 2004, ce qui a donné ce fameux schéma directeur concerté pour la Nouvelle-Calédonie en 2005. Il faut rappeler que c'était le premier schéma, il n'y en avait pas eu d'autres avant. On a un schéma nickel, on a eu un schéma touristique en 2005. D'accord, donc c'était il y a 10 ans. Alors 10 ans après, qu'en est-il de ce fameux schéma? C'est le PDTC, le plan de développement touristique concerté. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les objectifs fixés alors ont été atteints ou... Oui, il y en a quand même beaucoup qui ont été atteints. On doit notamment l'implantation du Sheraton à Guarodeva, ça faisait partie des préconisations. Nous avons réussi il y a maintenant 3 ou 4 ans à établir la marque Nouvelle-Calédonie avec Pacifique au cœur. Nous avons eu l'implantation du Hilton de marque internationale sur Nouméa. Il y a eu le lagon qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO et beaucoup de petites structures qui correspondaient à ce qu'attendaient les touristes sur la Grande Terre. D'accord. Et donc aujourd'hui, certaines préconisations de ce plan sont toujours d'actualité. Il y a d'autres objectifs, d'autres actions qui nécessitent sûrement d'être révisées, réactualisées. C'est pour ça que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les 3 provinces ont organisé donc les ateliers du tourisme 2015-2016, puisque ça déborde sur le début d'année de cette année 2016, autour de 9 thématiques. Alors en quoi ça consiste exactement ces ateliers du tourisme? Alors ces ateliers du tourisme, c'est vraiment la suite logique du schéma de développement touristique concerté. Il y avait déjà 9 thématiques qu'on a donc repris. Pourquoi? Pour dans un premier temps faire un bilan, un point d'étape, on va dire 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 9 thématiques, pour ensuite dire, il y a des choses qu'il faut absolument abandonner. Et je prends en compte notamment sur les 10 dernières années tout ce qui concerne Internet. Lorsque ce schéma a été fait en 2005, Internet n'existait pas. Donc en fait tout ce qui concernait les sites web, on n'en a pas parlé, on ne les a jamais évoqués. Donc là aujourd'hui, ils sont bien sûr très présents dans la préconisation. Et puis la deuxième partie, c'est de se dire, il y a des choses qu'il faut abandonner, il y a des points qu'il faut continuer parce qu'ils fonctionnent, et il y en a des nouveaux. Et donc, du coup, c'est les préconisations que font aujourd'hui toutes les personnes autour de ces ateliers. D'accord. Alors justement, à qui sont destinés ces ateliers exactement? Alors, ils sont destinés à toute la profession. Ça va bien sûr des communes qui sont totalement impliquées dans le développement de leur commune, jusqu'aux prestataires touristiques qui va faire de la balade à cheval ou du canoë-kayak, le gîte, l'accueil en tribu, les hôteliers, les transports terrestres comme les bus, Aircal, Air Calédonie International, les 3 GIE qui sont présents à toutes les réunions. D'accord, très bien. Donc on parlait de 9 thèmes, est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces thèmes justement? Alors oui, tout à fait, on a le thème donc de l'hébergement terrestre qui donc concerne tous les hôtels, les gîtes, les maisons d'hôtes, les tables d'hôtes, l'accueil en tribu. Nous avons la thématique de l'aérien, donc Aircal, Air Calédonie International. On a aussi parlé du développement, touristique
touristique suivi avec le transport terrestre, c'est important, les bus transportent aussi des touristes. Nous avons l'hébergement qui concerne nous avons la partie numérique, nous avons eu la partie agglomération, c'est-à-dire Nouméa est le point de départ pour aller dans le nord et dans les îles. Nous avons eu la thématique de la communication interne, les offices du tourisme, et la communication externe. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. Ah si, nous avons aussi la thématique très importante des croisiéristes qui intéressent, en tout cas pour l'instant, la province sud et la province des îles. D'accord. Donc ces ateliers, beaucoup de professionnels ont répondu présent, vous étiez nombreux? Ça va faire 3 semaines qu'on a des réunions tous les soirs, et nous sommes tous les soirs entre 30 et 60 personnes autour d'une très très grande table. D'accord. Alors, l'ISEE également a publié récemment donc, des résultats concernant justement la fréquentation touristique. Donc 10 000 touristes ont atterri à Tontouta en septembre 2015, ce qui représente apparemment une baisse de 7%, mais ça c'est par rapport au mois de septembre 2014, de l'année d'avant. Donc c'est apparemment le premier ralentissement de l'année 2015, mais en cumul sur les 3 premiers trimestres de l'année 2015, la fréquentation reste quand même supérieure à celle de 2014 sur cette même période. C'est plutôt une bonne nouvelle? Alors c'est une bonne nouvelle parce que je tiens à le rappeler, on devrait faire 118 000 touristes en fin d'année 2015 et c'est un record depuis 1997. Donc on dépasse les 100 000 touristes qui étaient toujours utilisés dans les conversations pour dire on ne les dépasse pas, on ne les dépasse pas, on commence à les dépasser. Je voudrais quand même dire que si on les dépasse, il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Et ce sont les fameux contrats de destination. Alors les contrats de destination, qu'est-ce que c'est? Ce sont des professionnels des secteurs touristiques qui se retrouvent autour d'une table, qui ont signé un pacte, qui ont signé un contrat sur 3 ans ou sur 5 ans pour se voir très régulièrement, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, pour parler de produits à mettre en avant. Et autour de cette table, nous trouvons bien sûr les 3 GIE qui sont le lien vraiment très important par rapport à tout le secteur touristique. Nous avons l'aérien, nous avons les hôteliers, nous avons les fédérations et syndicats représentant toutes les activités touristiques. Et ensemble, ils choisissent de proposer la Nouvelle-Calédonie, la marque Pacific au cœur à l'extérieur. Ça marche. Ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent tous ensemble. On commence à voir les premiers fruits. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire que bravo à tout le secteur qui s'est mis enfin autour d'une table. Ça ne s'était jamais passé avant. D'accord, donc c'est tout nouveau, on va dire, et on commence à en voir un peu les fruits. Alors il y a eu déjà 2 sessions en novembre et en décembre dernier. Comment elles se sont déroulées? Ça a été plutôt productif? Il y a eu très productif parce que la première session c'était donc ce qu'on a dit le bilan de ce schéma directeur. Donc là on a laissé la parole se libérer, c'est-à-dire que tous les soirs tout le monde a dit ce qu'il avait sur le cœur, les plus, les moins. Ensuite on a repris les plus et les moins, on les a mis donc pour la 2e session où on a dit sur ces plus et ces moins qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, parce qu'il nous faut maintenant préconiser. Donc nous en sommes là à cette 2e session, nous sommes en train de préparer la préconisation. Alors donc là on est en janvier, le prochain rendez-vous donc ça va être début février où là vous le disiez donc il va y avoir une journée prévue normalement sur Koné-Lifou. Qu'est-ce que c'est? On prévoit une journée là aussi d'atelier touristique à Koné et une à Lifou. Pourquoi? Parce que tous les professionnels n'ont pas pu se déplacer sur Nouméa et qu'on sera déjà bien avancé au niveau des préconisations qu'on présentera au nord et aux îles. D'accord, et donc ensuite, vous l'avez dit, il y aura donc une présentation aux décideurs du pays, là ce sera fin février. Fin février, donc ces préconisations, donc après avoir fait notre tour à Koné et aux îles, nous pourrons enfin leur présenter là aussi des préconisations. C'est important les institutions parce que ce sont les décideurs, il faut qu'ils soient sensibilisés et dans les institutions vous avez les provinces, le gouvernement et les communes. Il ne faut pas les oublier, les communes sont vraiment très importantes dans ce futur plan directeur touristique. Donc l'objectif de ces ateliers c'est un peu de laisser la parole aussi à tout le monde, à tous les acteurs du développement du secteur touristique et puis de créer un réseau en fait, des partenariats, c'est ça? Oui, il s'est d'ailleurs, là aussi j'aime bien le rappeler, il s'est créé des liens en fait ces 3 dernières semaines entre différentes fédérations touristiques, différents secteurs, différents syndicats qui ne s'écoutaient pas obligatoirement et là aujourd'hui je pense qu'on est vraiment parti sur une mutualisation en tout cas pour essayer de présenter en tout cas
le meilleur produit possible à nos touristes. D'accord. Et donc, suite à ces ateliers, ces sessions, il y aura donc ensuite une synthèse qui sera faite, un bilan. Pour finalement, en fait, la dernière échéance, ce sera quand? La dernière échéance, on la prévoit sur avril, parce qu'on va revoir nos professionnels. Une fois qu'on aura vu nos institutions, nos communes, on reviendra vers les professionnels du secteur. Et là, on établira ensemble, parce que ce schéma n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, mais qui vient de tous les acteurs du tourisme, ensemble, que ce soit un schéma, encore une fois, concerté, pour le présenter et au secteur en général, aux institutions et à la population. D'accord, et donc le rendez-vous sera pris pour fin avril, début mai? Oui, fin avril, début mai, je pense qu'on est bon. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Martine Lanneux, aujourd'hui. Merci. Bonjour Jamie, alors on poursuit notre semaine spéciale vacances, on a commencé par le parapente et aujourd'hui on parle de kitesurf. Voilà, on reste toujours dans la Ligue calédonienne des vols libres. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Le kite, la glisse du 3e millénaire. Si l'attraction par cerf-volant a permis en d'autres temps de se déplacer, cette technique en tant que loisir n'est apparue que récemment. La glisse aérotractée, appelée plus couramment le kite, est en fait le plus récent des sports de glisse et pas le moins populaire. En une poignée d'années, le kite est passé de début balbutiant à un sport à part entière, varié et surtout accessible à tous. Une mutation internationale qui s'est répercutée également ici en Nouvelle-Calédonie. La Ligue calédonienne de vol libre l'a accompagné plutôt, mettant en place école, cursus de formation et aussi circuit amateur de compétition. Je vous propose tout de suite de voir le bilan de l'année 2015 avec le président de la Ligue calédonienne de vol libre. Alors au niveau des compétitions, on a de bons résultats, de très bons résultats en ce qui concerne les Coupes d'Europe, puisqu'on a une championne d'Europe. En championnat de France, on a une championne de France, Marine Duprat, avec Pauline Valéza qui est aussi vice-championne de France. Ensuite, au niveau garçon, on a Arthur Gilbert qui se place au top aussi du championnat de France et championnat d'Europe. Alors justement, pour ces jeunes-là, on a formé depuis cette année une équipe de kite, une équipe de ligue pour aider ces jeunes dans l'évolution, dans leur entraînement, etc. Et bon, ça porte ses fruits parce que les résultats sont là. Et cette année, en 2016, on va aller un peu plus loin puisqu'on va créer un centre territorial d'entraînement pour le kite qui nous permettra d'être beaucoup plus efficaces en pôle, je crois, avec le lycée Jules Garnier. Voilà, donc une discipline accessible à tous où l'apprentissage est vraiment la base, l'une des bases de la sécurité. Voilà Chloé, comme pour le vol en parapente, pour vouloir faire du kitesurf, il faut passer par les écoles pour connaître justement les règles de sécurité. Accessible à tous ne veut pas dire qu'il soit du domaine du n'importe quoi. Des écoles de kitesurf du pays vous proposent des séances d'initiation comme celle-ci que vous allez voir dans ce reportage. Ça s'est passé à l'Ilomètre, c'est tout de suite. Le kitesurf, c'est une discipline qui se pratique sur l'eau avec une planche tractée par un gros cerf-volant qui existe depuis maintenant, on va dire 1984, qui a bien explosé depuis 2000 parce que c'est une discipline qui regroupe un sport de glisse, un sport en même temps aérien. On évolue en 3 dimensions, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez magique et la Calédonie permet de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire un alizé relativement constant,
entre 15 et 25 nœuds tout le long de l'année. Des plages qui sont propices à cette activité avec des îlots tout autour qui permettent aussi de pratiquer dans de bonnes conditions. On va dire que l'aile tractée est inventée depuis 1984 par les frères Le Guénou, c'est deux Bretons. Donc le kitesurf est une discipline française à la base. On a donc ensuite attendu quelques années pour pouvoir développer une planche et puis trouver aussi la personne qui soit capable d'allier le contrôle de l'aile et l'appui planche, parce que le matériel n'est pas celui qu'il est au jour d'aujourd'hui. Et donc du coup en 96-97, Manu Bertin a été le premier à vraiment faire voir que ça allait être un sport magique, révolutionnaire. Les qualités requises pour faire du kitesurf sont relativement simples. Être à l'aise dans l'eau, avoir envie de découvrir un sport de glisse, avoir envie de découvrir des sensations aériennes, donc de pouvoir sauter haut et rester un petit peu suspendu comme un oiseau en l'air. Alors l'équipement pour pouvoir pratiquer le kitesurf est relativement simple. Il se décompose de la manière suivante. Il vous faut donc un harnais, une planche, une aile avec bien sûr une barre et des lignes pour pouvoir la piloter. Et puis un équipement sécurité qui est recommandé, notamment un gilet, un casque. Voilà ce qu'il vous faut pour pratiquer le kitesurf. On propose des cours parce que c'est fondamental pour apprendre le kitesurf, parce que c'est quand même un sport qui nécessite une bonne connaissance technique de son matériel, une bonne connaissance technique également de son environnement. C'était mon 4e cours et j'avais fait aussi 2 navigations surveillées. J'aime beaucoup les sports d'eau, je faisais déjà un peu du surf et tout ça, et j'avais envie d'essayer un peu, enfin c'est un sentiment de liberté parce que c'est nous qui contrôlons la voile et en même temps on a de la vitesse, on a la sensation de glisse, on a un peu le vent et l'eau, c'est un bon mélange. Puis le spot, c'est magnifique autour de nous, on a un peu l'impression d'être les rois du monde, quoi. L'avantage du kite, c'est qu'on se fait vite plaisir, ça démarre très vite. Et l'avantage, c'est super cool comme sensation. C'est une notion de liberté qui est vraiment énorme parce que justement par rapport à la planche à voile, par rapport au kite, par rapport au surf, on passe moins de temps dans l'eau, la progression est beaucoup plus rapide et on n'a rien autour de soi. Donc ce qui fait que quand je navigue, je peux regarder derrière, devant. L'avantage du kite, c'est vraiment un sport qui est ouvert à tout public pour tout type de personnes, sportives, moins sportives, un peu folles dans leur tête, qui ont envie de sensations fortes ou qui ont tout simplement envie de pratiquer le kite à la cool, tranquillement. Je veux juste me déplacer d'un point A à un point B sur l'eau. Voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci beaucoup Jamie, à vendredi. Avec plaisir Chloé, à vendredi et merci à tous de m'avoir suivi. Salut Davina. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on découvre un spectacle un peu particulier créé spécialement pour le lancement du festival Coup de Ciné et créé par Sylvain Ouenetem, donc que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cet artiste? Qu'on l'a vu évoluer au sein de la compagnie Nian, et ce qui lui a permis d'ailleurs de voyager à travers le monde. Il a pu avec cette compagnie aller jusqu'au Vanuatu, à Fidji,
au Vietnam et il a même pu participer au Festival d'Avignon. Voilà. Wow. Et puis de 2006 à 2011, il entreprend de se perfectionner dans son art. Donc il entreprend un diplôme d'établissement, c'est ça, merci, de professorat en danse contemporaine, je vais y arriver, qu'il obtient bien sûr. Après ça, donc il évolue sur Paris, il va travailler avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie, avec qui donc il va travailler sur l'improvisation. Et de là, il va créer donc deux spectacles, 2 pièces. Donc la première, Souvenir, et la seconde, Sénéca, qu'il a coproduit avec Dominique Béharounet. Donc voilà un peu pour son parcours. Et moi aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur son dernier spectacle. Il s'appelle donc Maturation 2. C'est un subtil mélange de danse traditionnelle et contemporaine, appuyé par une installation audiovisuelle, enfin tout un programme que je vous propose de découvrir tout de suite. Là, on a fait des répétitions sur des chorégraphies pour que ce soit fluide et que ça a l'air naturel. Et quand on fait, c'est assez, entre guillemets, technique, mais c'est beaucoup de mouvements synchro tout petits, mais ensemble. Il y a les grands mouvements amples et dynamiques aussi. Donc, du coup, il faut qu'on essaie de trouver ensemble la même dynamique pour sauter et puis avancer. Eux, la plupart, c'est des danseurs traditionnels. Donc eux, ils ont la manière, la façon de danser traditionnelle. Ils n'ont pas peur d'expérimenter d'autres terrains comme la danse contemporaine. Donc c'est pour ça que moi, ça c'est automatiquement lié le fait de travailler ensemble, de les peut-être emmener dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Danses dites traditionnelles. Il représentait certaines danses de la culture de l'Ignam, mais de l'époque. Donc c'était un reflet de ce qu'on faisait de la culture d'Ignam d'antan. Le fait de bêcher, il y a des gestes où le corps est courbé et la tête courbée vers le sol, les épaules recroquevillées, et on fait des gestes comme bêcher la terre. On prend ça et je fais une chorégraphie avec. Je reprends les mouvements, les verbes d'action, les rebonds de la danse traditionnelle de l'Ignam, mais je la fais traverser avec des dynamiques plus contrastées. Rapide, course, ralenti, bien, étirer l'espace-temps, et on met à jour une danse que l'on pourrait voir comme une danse traditionnelle qui est figée, répétitive, mais là je reprends et il y a des déplacements, il y a des sauts, il y a des déplacements. On remet à jour en fait avec l'époque d'aujourd'hui, quoi. Le spectacle est divisé par chapitres, entre guillemets. C'est des petits chapitres, mais en fait, c'est le débroussaillage, la plantation, maturation, on laisse maturer l'igname, et après on prend les tiges pour les remettre sur les tuteurs, et après c'est la récolte. Quand on voit un moment où les danseurs ramassent les feuilles et les jettent sur le côté, et moi j'essaie de rentrer dans vraiment un côté proche du sol, des mouvements qui sont très très proches du sol, relâchés, détendus, qui permet des mouvements fluides et avec une vidéo derrière. Et il y a une interaction entre les vidéos et on voit l'image d'un igname qui roule en fait sur un tissu, et on interagit avec des mouvements, des gestuels qui sont très fluides au sol, pendant que les autres danseurs nettoie, ramasse les feuilles et jette sur le côté. On a la chance d'avoir un pianiste avec nous, et lui il va travailler sur un piano préparé. Donc c'est un piano avec des ustensiles, des fourchettes, des cymbales à l'intérieur, des bambous, et le fait de jouer, on met en avant les sons
plus les sons que les notes. Il fallait trouver un danseur pour que le personnage de Vincent, en fait, fasse comme quelqu'un qui passe de la danse à la musique. Musicien, danseur, musicien. Et c'était pas évident de trouver ce personnage-là qui explique pourquoi il change de rôle. Ce que je veux faire exprimer par ce double rôle du danseur qui passe de la musique à la danse, c'est un message de liberté d'action, qu'on n'est pas forcément obligé de rester figé sur une discipline dans un domaine quelconque, qu'on peut avoir des doubles casquettes et s'amuser autant et respecter aussi les uns et les autres, enrichir les autres, s'enrichir aussi. Et du coup, à la fin, nous les danseurs, en fait, on devient à la fin des musiciens, parce qu'on commence à faire à tamponner avec les pieds, à faire de la musique avec notre corps. Dans ce travail, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les danseurs n'entrent pas dans une sorte de communion avec le sacré ou avec le... En tout cas, la danse contemporaine que je veux promouvoir, c'est démystifier les choses, c'est rendre accessible. Et ça se traduit par des danseurs qui effectuent des gestes très physiques. Ça donne une poétique, on est à l'envers, ça renvoie à ce que les gens ont traversé. Ça peut leur envoyer à l'imaginaire que lui, il veut. Mais moi, je veux ouvrir le champ et non pas rétrécir le public. Il faut qu'il arrive. Il sait que le champ, il est ouvert. Donc plus c'est abstrait, c'est vraiment un travail d'abstraction avec des moyens et des corps réels. On n'est pas en train de rêver ou on n'est pas en train de... Je fais un geste, c'est action, acte et étirement, relâché. C'est le corps qui parle. Voilà un reportage tourné par Michel Pimbé et monté par Prosper Poigou. Alors pour la suite, Davina, tu nous fais un petit récapitulatif des expos qui sont visibles en ce moment. Oui, surtout qu'elles se terminent, donc ce sont les dernières semaines, elles se terminent au mois de février. La première, donc, c'est l'exposition de Land Art, Chemin de curiosité, donc organisée par l'association Les Arbouges, on en avait déjà parlé. Donc ça se tient jusqu'au 1er février, je vais y arriver, sur le site de Fort Terrain-Bas à Moindou. Et puis la seconde expo, c'est celle qui a lieu en l'honneur des 150 ans du phare Amédée, visible du mardi au dimanche de 8h à 17h au rez-de-chaussée du musée maritime. D'accord. Et pour terminer, alors c'est un petit rappel pour celles et ceux qui voudraient participer donc à des tournages en tant que figurant. Davina, quelles sont les démarches à suivre? Alors pour ceux qui sont intéressés, premièrement, donc il faut se rendre du côté du bureau d'accueil et des tournages qui se situe donc face à l'hôtel de la Province Sud. Là, il faudra remplir la petite fiche d'inscription avec tous les renseignements nécessaires. Et puis il faudra aussi se faire prendre en photo, hein, parce que si on fait de la figuration, il faut aussi qu'on ait la photo qui va avec. Voilà. Il faudra aussi préciser quel type de tournage nous intéresse. Et puis il y a aussi la possibilité d'avoir plus de renseignements par téléphone. Alors je vous donne le numéro du bureau d'accueil des tournages, le 20 48 21. Et puis il y a aussi une adresse mail, donc tournage-du6sud.nc. Tournage au pluriel, par contre. Oui, tournage au pluriel. Très bien, merci beaucoup Davina et je te dis à demain. Oui, c'est ça, à demain tout le monde.
Salut Falaï et bonne année 2016, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Salut Chloé, bonjour à tous. Oui, ben merci, excellent et toujours dans la modération. Bien sûr. Oui, oui. Alors bonne année à toi et à tous nos téléspectateurs. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2016, qu'elle soit meilleure que l'an dernier. Santé, amour, bonheur et réussite dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Alors pour cette chronique spéciale vacances, on va parler d'un dispositif de surveillance par la gendarmerie ou bien par la police pour Nouméa. Oui, Chloé, alors qui dit vacances dit départ, donc habitation inhabitée durant un certain temps et parfois certains en profitent pour les visiter en l'absence des propriétaires, donc voilà, dégradation, cambriolage, etc. De quoi gâcher ses vacances. Ouais, donc il serait plus sage de prendre des précautions en amont à travers cette opération Tranquillité Vacances. C'est un service gratuit et ouvert à tous, qui s'adresse à tous. D'accord, alors il s'agit de quoi exactement? Alors, on a tous entendu parler un jour de ce dispositif, de cette opération Tranquillité Vacances, mais le rappeler, ça fait pas de mal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une action de prévention de lutte contre les cambriolages d'habitations principales. Elle existe depuis une quinzaine d'années en France, mais a été mise en place en 2008 ici au pays. Alors, le principe, c'est que pendant les vacances, votre absence, les militaires de la gendarmerie ou les policiers qui patrouilleront pourront vérifier que tout se passe bien chez vous. Alors comment fait-on pour bénéficier de ce service? Que font concrètement ces forces de l'ordre sur le terrain? Et est-ce que les administrés font appel aisément à ce dispositif? Je vous propose de suivre les gendarmes de la brigade de Cogné qui vous donneront des éléments de réponse. Donc pour ce matin, 2 patrouilles. Donc moi je partirai avec le gendarme Leroux. Donc on va aller sur la commune de Cogné, plus particulièrement sur Bellevue. On a 2 fiches qui ont été réalisées cette semaine. Donc sur le rue des Eucalyptus, ainsi que le... Donc c'est dans la même zone. Pour toi pareil, deux habitations donc sur Point-Bout, sur Eriwandé. Donc on y va, je te laisse partir avec François sur zone. Le dispositif de Tranquillité Vacances est une action de prévention visant la lutte contre les cambriolages d'habitations principales sur des vacances qui peuvent être effectivement des vacances scolaires, mais également à toutes vacances, absence irrégulière de propriétaires d'habitations sur notre zone d'action. Zone Cogné. Donc on va savoir en même temps Karine après, parce qu'il y a Miguel qui a fait un flag hier soir dans une résidence, donc apparemment il y a eu 30 000 francs de volets puis un téléphone. Donc ce dispositif, bien que méconnu de la population, peut être conduit donc par nos services. Il suffit tout simplement à tout à chacun de se présenter dans une brigade du ressort de son habitation. Donc les personnes se présentent à notre unité, sont reçues par notre chargé d'accueil et une fiche de Tranquillité Vacances est conduite avec eux. Donc cette fiche vise à noter des renseignements afin de pouvoir à bon escient conduire la prévention qui est dédiée donc à notre unité. Il y a une maison apparemment sur la droite. Après sur la 3e intersection, on en a une aussi à aller voir. Ok, on va aller... Tu viens avec moi, on va procéder dans le sens horaire. Donc tu vérifies bien, voir si sur les ouvertures, s'il y a quelque chose de particulier. Effectivement, c'est verrouillé. Ces habitations qui sont laissées en sommeil pour une durée indéterminée peuvent être analysées donc, par nos équipes de service, et notamment afin de regarder tout ce qui est huisserie, porte-fenêtre, fenêtre et toute effraction ou levée de volets roulants qui pourraient correspondre à des traces d'effraction sur ces habitations. Pas de dégradation. Cela
n'est pas conduit hors de notre action principale. Ce sont des patrouilles qui sont intégrées dans notre action de prévention de proximité. On va quand même regarder sur ce bâtiment. Bien que l'action de prévention de tranquillité vacances est exercée pour les particuliers, il est de bon augure de réaliser également une action de prévention sur des locaux type doc, entreprises, commerces, si ceux-ci sont actuellement en sommeil. Donc c'est le cas pour ces locaux. Donc on peut noter que ceux-ci sont fermés actuellement. Donc il est de bon augure de pouvoir exercer un contrôle, notamment à l'arrière, pour tout ce qui est dégradation par exemple. Ça doit être une habitation en construction. Terminé. Donc sur nos actions de prévention de proximité, bien que notre matinée est consacrée plus particulièrement sur tout ce qui est tranquillité vacances, on peut également vérifier tout ce qui est zone de construction et notamment si des vols de matériaux ont pu être procédés, même si cela est de faible ampleur sur la zone VKP. Mais bon, un visuel peut être donné sur tout ce type de construction, étant donné que VKP est en pleine expansion actuellement. Donc il est demandé également une grande complémentarité auprès des habitants de chaque quartier, car notre action ne peut se faire qu'avec l'aide des citoyens de la commune, notamment du voisinage, pour lesquels s'il y a un visuel sur des individus qui n'ont rien à faire sur une propriété du voisinage, ils peuvent venir donc nous donner les éléments ou appeler nos services afin qu'une patrouille se rende sur place. Donc cette action de la population vise à une meilleure complémentarité de nos services et notamment de pouvoir obtenir un renseignement sur tous méfaits constatés sur notre circonscription. Voilà, donc un reportage signé Milk Atoua et donc signaler aux autorités compétentes votre départ en vacances devrait être maintenant un réflexe pour vous. Alors il vient quand même en complément de précautions à prendre, à adopter à la base. Voilà, tout à fait, des précautions à prendre comme bien fermer vos portes et vos fenêtres. Il est conseillé de laisser vos clés à un voisin ou un ami qui pourra déjà récupérer le courrier et faire un tour chez vous. Et enfin, prévenez vos proches voisins de votre absence. Très bien, merci beaucoup Falaï, on te retrouve la semaine prochaine. Au plaisir Chloé, allez, salut à tous. Salut Camille, alors aujourd'hui on va mettre la tête sous l'eau du côté d'Yingen. Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors si je vous dis PMT, vous me dites Palmasque Tuba. Oui, bravo. Alors aujourd'hui effectivement on va parler de la randonnée palmée. Alors est-ce que vous saviez que cette activité est apparue dans les années 1940 et qu'elle s'est popularisée à partir des années 60. Voilà pour la petite info historique. C'est les premiers congés. Ouais, si, c'est ça. Voilà. Et en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on le sait, on peut faire du PMT, Palmasque Tuba, partout. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'embarquer du côté de Yengen, visiter l'îlot Yenga. Alors sur place, il y a un centre de plongée qui propose de faire des randonnées palmées. Et bien, Antoine Reiss et Yvan Bodino ont embarqué pour l'aventure. Vous allez le voir sur l'îlot Yenga qui se situe à peu près à une 15aine minutes de la plage de la Grande Terre. Sur place, vous allez découvrir une magnifique biodiversité qui va s'ouvrir à vous. Et donc, je vous propose donc tout de suite d'enfiler vos combinaisons. Allez. Vous partez d'abord pour une visite botanique de l'îlot, puis vous terminez avec une petite baignade, comme si vous y étiez. Et tu as le tuba, hein? Ouais. Les palmes aussi? Non. Alors palme, quelle pointure? Voilà,
c'est parfait. Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Jean-Luc. C'est moi qui vous servirai de guide aujourd'hui pour aller à l'îlot Yanga. On va aller y faire une randonnée botanique. On y fera ensuite une petite randonnée aquatique. Dans l'aire marine protégée. C'est une petite aire marine protégée puisqu'elle ne fait que 6,7 km² et s'étend qu'à l'îlot Yangabat. Elle a un intérêt particulier sur la diversité et la grande variété de coraux durs, de coraux mous, de poissons. Nous avons débarqué ici. Ici, vous avez la zone de baignade avec les 5 bouées dont je vous parlais pour la randonnée aquatique. Et donc nous allons traverser l'îlot pour découvrir un peu les différentes espèces. Et après, ensuite, nous ferons le tour de ce côté-là pour revenir avant de s'attaquer au sentier sous-marin. Derrière vous, il n'y a qu'à se retourner. Et là, vous êtes devant une immensité d'arbres qui paraissent sortir d'une forêt magique. Ça, ce sont donc le tamanou du bord de mer. Donc vous avez vu, c'est un arbre, comment? Un très joli nom. Ouais. Puis c'est un bel arbre aussi, parce que vous voyez, il pousse autant en hauteur que des fois sur les côtés, il s'étend bien. Celui-ci est reconnaissable, le tamanou, c'est reconnaissable parce que les feuilles ressemblent fortement à des plumes. C'est un arbre qui fait beaucoup d'ombre, vous avez remarqué, il n'y a pas grand-chose qui pousse dessous en fait. Bien sûr, tous ces arbres, toute la végétation qu'on trouve ici contribue à fixer l'îlot aussi. Vous êtes ici en présence d'un arbre particulier, vous l'avez sûrement tous vu autour de la planète, sur la ceinture chaude de la planète, qui s'appelle le figuier étrangleur ou le banyan. Alors comment ça se passe avec un banyan? Un banyan, ça ne pousse pas tout seul, ça ne sort pas de terre tout seul. Il lui faut un hôte. Donc si un excrément d'oiseau avec des graines, contenant des graines, est déposé sur un arbre, au niveau des embranchements, et que la graine reste là, et que le milieu est favorable, qu'il y a assez d'humus, qu'il y ait de l'eau, etc., la graine va germer, et l'arbre ne va pas pousser depuis la terre, mais il va projeter des branches vers le haut et des racines vers le bas. C'est ce que vous voyez là, toutes ces racines, toutes ces grandes racines. Petit à petit, il va finir par entourer sa proie. Le pauvre arbre qu'il y a dessous, il n'a plus rien à faire. Et il est foutu. Ici, on a un peu deux types de fougères. Ces fougères, vous les connaissez, peut-être que vous avez vu déjà chez les fleuristes, comme plantes d'appartement. On a souvent ces fougères, ce qu'on appelle la fougère langue de bœuf. Voilà. Ou les fougères scolopendres. Ça, on peut le trouver chez nous aussi, sous forme de plantes décoratives. Le bout des feuilles comestibles peut être consommé en salade. Et les feuilles peuvent être utilisées en décoction pour soigner la toux aussi. Le triton, il a une importance pour nous, je vous en parle aujourd'hui, parce qu'il y a un intérêt particulier avec le corail. Le corail, vous savez, il a aussi ses prédateurs. Le corail, il a notamment les poissons qui en ont mangé, les perroquets, etc. Mais il y a surtout l'étoile de mer, Acanthaster. Et cette étoile de mer est assez dévastatrice parce qu'elle consomme du corail. Elle peut consommer à peu près 1 mètre carré par 24 heures. Le triton, avec aussi le fameux gros poisson Napoléon, mais le triton est parmi le seul prédateur de l'Acanthaster. C'est le seul qui est capable de l'envenimer, de l'empoisonner et d'aller digérer l'intérieur. D'accord ? Donc il protège la barrière de corail. Nous voici arrivés sur la plage, une plage de rêve. Est-ce que vous connaissez l'origine du sable blanc? Le corail, non? Oui, bien sûr que c'est fait à partir de calcaire, c'est du corail, c'est du morceau de coquillage, etc. Ouais. Mais essentiellement, il y a des producteurs de sable.
c'est pas simplement la désagrégation du corail, des coquillages. Perroquet. C'est le perroquet, exactement. Il broute le corail, hein, il l'écrase, d'abord il le broie avec ses dents, parce qu'il a des dents de perroquet, parce que c'est des dents soudées devant qui sont très costauds. Il a une grande puissance dans la mâchoire. Il va écraser le corail, parce qu'il va récupérer dans le corail uniquement ce qui l'intéresse, c'est-à-dire les polypes, c'est-à-dire la partie animale. Par contre, le reste, le sable, ce qu'il a broyé, ça ne l'intéresse plus. Donc quand un perroquet a fini de manger, en gros, il décolle dans l'eau et vous allez voir derrière une traînée il lâche son lest et en fait, il dépose toute une partie de sable. Ah oui. C'est pour ça aussi que les parties lagons qui se trouvent entre la barrière de corail et la terre, souvent ne sont pas très profonds et sont remplis de sable. Donc on va rester un peu groupés parce que juste après, il y a la fameuse aire des aigles pêcheurs pour essayer de ne pas trop les déranger et puis pour faire en sorte qu'ils restent un peu sur leurs branches. On voit bien ici, là-haut. Il y a le deuxième qui est là. Le deuxième, il est juste là, tu vois. Pratiquement là. Ouais, on voit un aigle déjà qui arrive là. Il y en a un qui vole ici. On est sur des îlots coralliens, je vous le rappelle, donc sur une barrière corallienne, qui sont des constructions animales. C'est un animal qui est constitué simplement d'une sorte de gélatine, pour simplifier la chose. Il a un corps, c'est une sorte de tube, et au bout de ce corps, vous avez un orifice qui sert à la fois de bouche, d'anus et d'appareil reproducteur. Et en corolle, vous allez trouver des tentacules. Dès qu'il va détecter le passage d'une proie, il va la harponner et l'envenimer parce qu'il y a un petit peu de venin là-dedans. C'est pour ça qu'on appelle les animaux c'est des cnidaires, parce que c'est des animaux qui piquent. Et avec ce dard qui est rattaché par un petit filament, il va la ramener à la bouche, l'ingurgiter et la digérer. Il y en a plusieurs centaines d'espèces. Hein. Et qu'est-ce qui fait la différence de couleur? Alors la couleur, c'est pas le corail lui-même, c'est pas le polype qui donne la couleur, mais c'est l'algue avec laquelle il vit en symbiose. Et cette algue s'appelle la zooxanthelle. L'un sans l'autre ne peuvent pas vivre. Pourquoi? Parce que l'algue, elle, par photosynthèse, fabrique du glucose qu'elle donne au polype. Le polype s'en sert pour faire la synthèse pour construire son squelette calcaire. D'accord? Et en échange, le polype, en digérant, lui redonne ses excréments, donc ses phosphates, qui permettent à l'algue, elle, de vivre. Voilà, monsieur, dame. Bon, mais moi, je vous propose qu'on aille s'équiper et puis qu'on se mette à l'eau pour aller visiter tout ça. On va voir les merveilles. Vu de loin, ça paraît une île où il y a quelques arbres et puis c'est tout, mais on voit la symbiose entre la mer et puis tout ce qui se passe sur la terre, c'est quelque chose de passionnant. Bah ouais, on a des kilomètres de la terre et pourtant il y a du sable qui s'est accumulé et il y a plein de végétaux qui se sont mis à pousser tout seuls, quoi. C'est mieux avec un guide et de voir qu'effectivement il y a plusieurs plantes et qu'elles servent à beaucoup de choses et que les gens savent les utiliser pour faire d'autres choses. Là, il y aura le banc de sardines, oui. On aurait dit l'aquarium de Nouméa. Un Napoléon, des tas de perroquets et des bénitiers de toutes les couleurs. Magnifique, superbe. On a vu une sèche assez impressionnante qui nous a fait sa démonstration de mimétisme et de changement de couleur. On a vu la langouste qui aurait pu donner à manger à plusieurs personnes, mais qu'on a laissé tranquille. On n'est pas spécialiste des noms des poissons, mais il y en avait vraiment beaucoup. Des tigrets, des poissons clowns, des Napoléons, des sèches.
Des bleus, des jaunes, des rouges. On a eu la chance de voir un banc de perroquets à bosse de grande taille, sur une quinzaine d'individus, qui sont assez impressionnants aussi. Et maintenant, je pense qu'on va les rêver de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, on vient de le voir, c'est magnifique. En même temps, c'est une réserve, non? Oui, alors effectivement, c'est l'une des premières aires marines protégées de la côte nord-est. Et puis, il faut savoir aussi que le lagon est bien sûr inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après, si vous voulez échanger votre Palmasque tuba pour une bouteille de plongée, sachez en fait que la majorité des plongées se déroulent dans une zone de 20 mètres de profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un niveau 1, ça veut dire avec le premier niveau de plongée, vous pouvez aller profiter de la richesse des fonds coralliens. En bref, du côté d'Yengen, il y en a pour tous les goûts, des jardins de coraux, des perroquets, des requins, des gorgones, il y en a pour tous les goûts. Et cet été, vu la chaleur, je vous conseille vraiment de mettre la tête sous l'eau. Voilà, alors quand même petit conseil avant de se quitter, afin de protéger notre lagon et la planète, privilégiez pour aller dans l'eau un lycra, c'est-à-dire une espèce de linge qui protège la peau des UV, plutôt que de la crème solaire avec des filtres chimiques qui en fait, selon la revue scientifique Nature et le professeur Roberto Danovo de l'école polytechnique d'Ancône, eh bien la crème solaire a un impact sur l'environnement. D'après bien sûr dernier, les crèmes solaires utilisées par les baigneurs qui se dissouent dans l'eau et atteignent le corail, le tuent en 48 heures. Alors voilà, privilégiez les matières naturelles ou le lycra. Bio, et voilà, attention, protégez-vous du soleil, mais attention aux produits que vous utilisez. Merci beaucoup Camille. Merci Chloé, à bientôt. Et c'est là-dessus que se finit également la quotidienne du jour. Je vous propose que l'on se retrouve dès demain, même chaîne, même heure.